Jeudi 19 septembre 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la ligne de l'actualité de ce jour, la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale des actionnaires de l'Africa 50 s'est tenue ce jour. C'est la première fois que Madagascar accueille un événement de telle envergure et cela prouve que le pays est ouvert aux investissements. Cette Assemblée générale se concentrera sur l'investissement dans le secteur de l'énergie et les infrastructures pour le développement de l'Afrique. Madagascar, pays hôte, en bénéficiera directement car de nombreux accords ont été signés aujourd'hui dans ces domaines. La production d'énergie, qui est la clé du développement, a déclaré le président de la République Andry Rajoelina dans la matinée à Ivato. Reportage signé Judikael Rangeliri sur les images de Andrew Radjabé. Le secteur de l'énergie a fait l'objet d'une attention particulière lors de cette Assemblée générale des actionnaires de l'Africa 50 où se réuniront bailleurs de fonds, investisseurs, entreprises et entrepreneurs privés des pays d'Afrique. La réunion a été consacrée à l'examen des moyens de promouvoir l'exploitation des énergies renouvelables et à trouver des solutions pour le financement des infrastructures en Afrique. Le PDG d'Africa 50, Alain Ebobisse, a affirmé que les infrastructures font défaut en Afrique dans ce secteur. Le but de cette réunion est d'apporter une solution à ce problème. Africa 50 développe des infrastructures et stimule les opportunités économiques, préparant le terrain pour le prochain ère de croissance et de prospérité. Ceci témoigne de l'attraction magnétique de l'Afrique en tant que destination préférée des investisseurs. L'Afrique ne peut plus être ignorée. Une population qui devait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici en 2050, une classe moyenne grandissante et un marché de consommation en plein essor, avec les dépenses des entreprises qui devraient atteindre 7 000 milliards de dollars d'ici en 2030, feront de l'Afrique l'un des marchés les plus pris dans le monde. Prenons le cas de notre pays hôte, Madagascar. Il offre des perspectives d'investissement dans les infrastructures stratégiques pour les énergies renouvelables, les exportations agricoles, l'économie bleue, le tourisme et la logistique, parmi tant d'autres opportunités inexploitées. Madagascar est le pays hôte de cette Assemblée générale. Les raisons et les objectifs de la réunion correspondent pleinement aux besoins de Madagascar. Nous sommes tous conscients du manque en matière d'énergie, de sa perte et du fardeau qu'elle représente pour l'économie. Cela ne changera pas tant que nous ne trouvons pas une solution rapide et efficace, a déclaré le président de la République, Andry Rajoelina. La situation énergétique à Madagascar est insoutenable. Actuellement, la production d'énergie à Madagascar repose principalement sur des centrales thermiques. Cette dépendance au thermique a un coût économique énorme pour notre pays. Pour chaque kilowattheure produit, le coût réel est de 1200 ariars par kilowattheure, équivalent à 25 centimes de dollars, tandis que le prix de vente au public est de 10 centimes de dollars. Cela signifie que l'État doit combler les 15 centimes de dollars, qui est énorme pour l'État. Et cette différence, comblée par l'État, représente un déficit annuel de 250 millions de dollars. Madagascar a choisi la transition vers les énergies renouvelables, a souligné le président Andry Rajoelina lors de cette Assemblée générale Africa 50, en indiquant une situation énergétique insoutenable actuellement dans le pays. La réunion a apporté des résultats concrets, car de nombreux accords de coopération ont été immédiatement signés à Ivato. Deux d'entre eux concernent le financement du projet Vouloubé, qui permettra de capter 120 MW d'électricité du barrage. Cela montre l'importance de cette approche et l'importance de la coopération entre pays et bailleurs de fonds pour apporter le développement en Afrique et à Madagascar. Cette assemblée trace la route vers l'objectif et l'avenir de Madagascar et de notre continent
et met en lumière des enjeux qui ne peuvent plus attendre. Le développement des énergies renouvelables et les solutions de financement innovantes pour nos infrastructures sont essentielles et primordiales. Je suis persuadé qu'à l'issue de cette assemblée, nous pourrons voir la lumière et sortir de l'obscurité en trouvant le financement de ces projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Cela ne concerne pas seulement Madagascar, mais l'ensemble de l'Afrique, car la transition énergétique est au cœur de la compétitivité et de la résilience de nos économies. Ces projets sont des solutions concrètes pour répondre aux besoins énergétiques de notre pays, de notre population et de notre industrie. L'avenir de Madagascar réside dans ses énergies propres, durables et accessibles. Au cours de la réunion, d'autres projets à grande échelle, desquels dépendent le développement de Madagascar, tels que la construction de routes et le secteur de transport, ainsi que le secteur agricole, ont également été abordés. L'objectif de Madagascar étant de redevenir le grenier de l'océan Indien. Ces trois secteurs représentent 97% du fonds de la BAD pour Madagascar, soit plus d'1 milliard de dollars. La raffinerie d'or, un projet du président de la République Andry Rajoelina, sera installée à Ivato. C'est ce qui a été décidé lors du Conseil des ministres d'hier. Ce Conseil a également approuvé la revue de l'enquête et le plan d'exécution pour la construction de la voie rapide qui relie le port de Tuamasn et la RN2. Plus de détails avec Cécile Sylvain. La raffinerie aurifère de Madagascar sera installée à Ivato. C'est ce qui a été décidé lors du Conseil des ministres d'hier. Une partie du terrain de 40 arts appartenant au ministère des Forces armées sur place sera affectée à ce projet présidentiel. Le Conseil des ministres de mercredi a donc approuvé le transfert de propriété de ce terrain à la présidence de la République. Pour la première fois de son histoire, Madagascar disposera d'une raffinerie aurifère. Après sa mise en place effective, l'or destiné à l'exportation doit passer par cette raffinerie pour y être affiné. Le Conseil des ministres a également approuvé le transfert des fonds des 3 ministères impliqués dans la participation de Madagascar au village de la francophonie, dont le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui constitue un événement en marge de la 19e édition du Sommet international des pays francophones du 2 au 6 octobre 2024 à Paris. Au total, 88 pays et plus de 6 millions de visiteurs sont attendus pour cet événement. L'objectif est de renforcer la position de Madagascar sur la scène internationale et d'attirer les investisseurs dans les secteurs prioritaires. Par ailleurs, le ministère des Travaux publics procédera à la vérification du projet de construction de la voie rapide reliant la RN2 et Tuamasn. Lors de la visite sur les lieux effectuée par le ministre, il a été constaté qu'il y avait une divergence entre le plan signé par le ministère de l'Économie et des Finances et le plan de travail de l'entreprise Sino-Hydro. Cela se traduit par une augmentation des retraits de certaines parcelles et une diminution de l'utilisation de parcelles pour d'autres. Il y a aussi un changement de lieu pour la construction de ponts qui n'a pas encore été déterminé par le ministère des Travaux publics et Sino-Hydro. De nouvelles parcelles seront affectées et celles précédemment définies pourraient ne pas être utilisées à cet effet. Cependant, des indemnités ont été versées à ceux qui devraient en bénéficier. Par conséquent, le paiement des indemnités est suspendu et le projet sera envoyé au service topographique pour enquête. En ce qui concerne les élections communales, les candidats aux communales issus de la plateforme IRMAR dans le district d'Ambouidjatchim se disent prêts à apporter le développement au niveau de chaque commune. 10 candidats sont venus déposer leur dossier de candidature aujourd'hui. Plus de détails avec Fanjissene Mireille sous les images de Yves Janel. 10 candidats au communal dans le district d'Ambouidjatchim, issus de la plateforme IRMAR, sont venus déposer leur dossier de candidature aujourd'hui auprès de l'OVEC Ambouidjatchim. 5 d'entre eux sont des maires sortants, un ancien maire et les 4 restants de nouveaux candidats. Ces derniers qui sont tous convaincus et partagent le même point de vue que seule la coopération avec le gouvernement permettra de développer rapidement leur commune, raison pour laquelle ils ont choisi d'intégrer la plateforme IRMAR. D'autres candidats du district d'Ambouidjatchim, issus de la plateforme IRMAR, déposeront demain leur dossier de candidature à l'OVEC Ambouidjatchim.
Passons dans un autre sujet. Les acteurs impliqués dans la gestion des risques et des catastrophes entrent ce jour dans la deuxième journée de l'exercice de simulation, que ce soit pour Antananarive que pour Touamassn. Les nouveaux matériels obtenus par le BNGRC auprès des partenaires ont également été utilisés d'après le directeur général du BNGRC, Ruth Ritzel Hakout Melal et Yves Janel. Chaque année, le BNGRC et tous les acteurs impliqués dans la gestion des risques et des catastrophes font une formation pour pouvoir agir rapidement en cas de cyclone, d'inondation, de glissement de terrain, etc. En plus du BNGRC, la population locale y participe également à travers des comités régionaux, explique le DG, le général Elak Andjiakad. Les partenaires et le gouvernement ont contribué financièrement à ce projet à hauteur de 15 millions USD. Des hélicoptères de l'armée et tout le matériel dont dispose le BNGRC, notamment une voiture tout-terrain pouvant transporter 1,5 tonne de marchandises, un drone fourni par les partenaires ont également été utilisés lors de cet exercice, dont l'objectif est d'être prêt lors d'une éventuelle catastrophe. Cet exercice de simulation prendra fin demain. Rappelons que les acteurs de la réponse aux catastrophes des îles voisines, de la COI, de l'Union européenne, de l'UNDRR sont venus à Madagascar. Dans la partie sud de Madagascar, 47% de la première partie des travaux de réhabilitation de la RNT 12A reliant Tolanar et Vangaijan sont actuellement achevés. Le tronçon Tolanar-Ebakik est concerné par cette première partie qui fait environ 45 km. Cette réhabilitation fait partie du projet gouvernemental PACFC financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Plus de détails avec Andiana Martina. La réhabilitation de la route à Ebakik est l'un des travaux majeurs de la première partie de cette route reliant Tolanar et Vangaijan. Cette première partie part de Tolanar jusqu'à Ebakik, longue d'environ 45 km. Ces travaux font partie du projet gouvernemental PACFC ou projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce financé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Outre le pont d'Ebakik, de nombreux autres ponts seront également construits sur cette route nationale. Une grande partie de la route a déjà été goudronnée, soit environ 47% selon les informations. Cela fait presque 70 ans qu'on attendait que cette route soit ainsi goudronnée, a déclaré le gouverneur de la région Anos, venu constater l'avancement des travaux mardi dernier. Le directeur régional, pour sa part, a assuré qu'il apportera son aide aux responsables afin que les travaux soient achevés dans les plus brefs délais. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique participe à l'atelier de suivi de performance sectorielle, un atelier de 2 jours, les 18 et 19 septembre 2024 à l'espace Palacia à la Camille Sifé-Noirive. Cet atelier vise à renforcer le suivi annuel du plan sectoriel de l'éducation achevé en 2023 et à préparer le plan stratégique pour les années à venir. Le rapport est élaboré conjointement par les ministères en charge de l'éducation à Madagascar, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, mais également le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, le ministère de l'Économie et des Finances, représenté par l'Institut national de la statistique ou INSTAT. Cette année, de nouveaux partenaires dans le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Madagascar, l'USAID, l'UNESCO et la société civile participent également à sa réalisation. Selon le coordonnateur national de la cellule de coordination de la PNPSE, Tina Désiré Rakutunjaval, cet atelier est en parfaite adéquation avec la politique générale de l'État en matière d'éducation, d'enseignement et de formation, qui demeure une priorité pour le président de la République André Rajoelina afin de favoriser le développement du pays. Dans un tout autre contexte, la pêche, aussi bien en rivière qu'en lac, est fermée du 15 septembre au 15 novembre dans toute la région du Vaknakaraj, selon l'arrêté pris par la préfecture d'Antirabé. Il est néanmoins possible d'utiliser de simples cannes à pêche, mais à effectif limité. Cette décision a été prise pour que les poissons puissent se reproduire en cette saison chaude. Reportage signé Jameson Rajadarman, Viva Antirabé.
Selon l'arrêté pris par la préfecture d'Antsirabe en charge de la région du Vakna-Karach, au vu de l'avis des pêcheurs et tous les acteurs concernés, la pêche, que ce soit en rivière ou en lac, est fermée du 15 septembre au 15 novembre dans toute la région du Vakna-Karach. Cela est fait pour que les poissons puissent se reproduire en cette saison chaude. Il est néanmoins possible d'utiliser de simples cannes à pêche, mais à effectif limité selon les informations. Les commerçants et les coopératives sont encouragés ainsi à faire des rapports auprès de la Direction régionale de la pêche et de l'économie bleue Vakna-Karach sur leurs produits qui seront encore en vente. La Direction régionale de la pêche du Vakna-Karach, avec les forces de sécurité, fera le suivi de cet arrêté pendant cette période de fermeture de la pêche de 2 mois. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Liban. Après les explosions d'appareils de transmission au Liban, les victimes, majoritairement jeunes, ont subi des interventions chirurgicales aux yeux et des amputations. Les équipes médicales mobilisées sans relâche depuis mardi font face à l'afflux massif de blessés. Le système médical libanais a été submergé, nécessitant la mobilisation de l'ensemble du secteur hospitalier du pays. Reportage signé France 24. Sur ces images filmées par les caméras de surveillance, le personnel soignant s'apprête à recevoir les premiers blessés. Le plan blanc vient d'être activé. Hier, vers 4 h de l'après-midi, on a reçu un appel du ministère de Santé pour nous avertir qu'on va recevoir un très grand flux de patients suite aux explosions qui sont passées au Liban. Tous les infirmières, toute l'équipe soignante, tous les administratifs, il était génial, avec beaucoup de responsabilités. Ils sont venus à l'hôpital directement pendant quelques minutes, ils ont été tous ici. On devait avoir toute la capacité de gérer les patients et les familles qui étaient vraiment surpris et dévastés. Devant la porte d'entrée de l'unité des soins intensifs, des familles dévastées, toujours sous le choc. Cet homme vient de subir une opération chirurgicale au niveau du visage. Ce patient, on a reçu hier, donc il avait une blessure très grave aux yeux. Il a perdu ses 2 globes, donc il n'y avait plus de yeux, donc il ne peut plus voir. Aussi, on a vu d'autres patients avec beaucoup de blessures au niveau du visage et des mains, donc de l'organisme. On a fait ce qu'on a pu, on a suturé, on a fait les soins. Une centaine de blessés ont été admis dans cet hôpital situé dans la banlieue nord-est de Beyrouth. Au micro de France 24, le directeur de l'établissement a salué la réactivité de ses équipes. Heureusement qu'on a plusieurs salles à l'hôpital français du Levant, on a plusieurs salles d'opération, une douzaine, et les douzaines fonctionnaient tout le temps, toute la nuit, jusqu'à même maintenant. Donc on n'a pas arrêté. Moi, étant responsable administrativement de cet hôpital, j'étais parmi eux à diriger, voir les choses qui se faisaient presque toutes seules, vraiment. Ça s'est très bien passé, ça a été très bien géré. Une vingtaine de blessés sont toujours hospitalisés dans cet établissement où le plan d'urgence devrait être maintenu pendant encore plusieurs jours. Ensuite, au moins 3 personnes ont été tuées mercredi et plus d'une centaine de blessés dans une nouvelle vague d'explosions d'appareils de transmission selon les sources officielles au lendemain d'explosions meurtrières de beepers appartenant à des membres du Hezbollah pro-iranien. France 24. À Kfar Sir, dans le sud du Liban, se tenaient mercredi les funérailles d'un combattant du Hezbollah tué la veille. Quand soudain, une explosion retentit, provoquant la panique. Même scénario dans les rues de Beyrouth, où les partisans de l'organisation rendaient hommage à 3 de ses membres et à une fillette décédée mardi. 24 heures après l'explosion de centaines de beepers appartenant à des membres du Hezbollah, ce sont cette fois des talkie-walkie qui semblent avoir été piégés. Les hôpitaux reçoivent des centaines de blessés par ces déflagrations. Elles se sont produites à Beyrouth, dans la plaine de la Bekaa et dans plusieurs villes du sud du pays. Devant cet hôpital de la capitale, l'armée a envoyé des soldats par crainte de nouvelles explosions. C'est un deuxième coup dur porté au système de communication de la puissante organisation politique et militaire qui plonge tout le pays dans un climat de panique pour le 2e jour consécutif. Tous les regards se tournent vers Israël, qui avait annoncé quelques heures avant les premières explosions d'hier étendre les objectifs de sa guerre au front avec le Hezbollah. L'État hébreu n'a fait aucun commentaire pour l'instant sur ces 2 vagues d'explosions.
Et l'International Brotherhood of Teamsters, le puissant syndicat des chauffeurs routiers américains, a annoncé mercredi renoncer à apporter son soutien officiel à l'un des candidats à la Maison-Blanche, rompant avec un quart de siècle d'appui aux démocrates. L'organisation syndicale fédère 1,3 million de membres et de sondages rendus publics montrent que sa base est favorable à un soutien à Donald Trump. France 4. C'est l'un des plus puissants syndicats des États-Unis. Teamsters, le porte-voix des salariés du secteur des transports, ne soutiendra aucun candidat à la Maison-Blanche pour la présidentielle de novembre. Une première en 30 ans qu'explique l'organisation sur son site internet. Après avoir passé en revue 6 mois de sondages menés auprès de ses membres à l'échelle nationale, le syndicat a constaté que l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris n'avaient pris que peu d'engagement à l'égard des principaux enjeux des Teamsters et que les membres n'avaient pas accordé de soutien définitif aux candidats de l'un ou l'autre parti. Cette décision est un désaveu pour Kamala Harris, car depuis 2000 et la candidature d'Al Gore, le syndicat a toujours soutenu les démocrates dans la course à la présidence. Donald Trump s'est réjoui de cette nouvelle, la considérant comme une victoire. C'est un grand honneur. Ils ne vont pas soutenir les démocrates, c'est une chose importante. C'est la première fois en 50 ou 60 ans que cela se produit. D'ordinaire, les démocrates ont automatiquement les Teamsters. Le syndicat Teamsters a lancé un sondage électronique auprès de ses 1 300 000 membres après le retrait de Joe Biden de la course. Une consultation qui a montré que 60% d'entre eux préféraient soutenir Donald Trump et 34% Kamala Harris. L'organisation, qui représente notamment les chauffeurs routiers et les travailleurs du fret, a été l'un des derniers grands syndicats à se positionner pour la présidentielle. D'autres, comme la puissante Fédération américaine des enseignants ou le principal syndicat de l'industrie automobile, ont choisi de soutenir Kamala Harris. Leur soutien est crucial dans la course à la Maison-Blanche. Comptant beaucoup d'adhérents dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Wisconsin ou le Michigan, les syndicats pourraient peser fortement sur l'issue de la présidentielle américaine. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Midnight Sun. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.